Bonsoir, soyez les bienvenus dans Broadcast Time comme tous les mercredis soirs, 20h, 20h30 sur Watch TV, toute l'actu du monde de la production audio, vidéo, du broadcast, des nouveaux médias et des web TV. Vous le voyez, le plateau est plein. Voilà. On est 4 aujourd'hui, c'est la fête. Alors je vous présente d'abord mes camarades que vous connaissez déjà évidemment, on commencer par Fabrice Arad. Bonsoir à tous. Salut Fabrice. Messieurs. Messieurs, oui c'est vrai qu'on est entre hommes aujourd'hui avec Stéphane Faudeux, MediaQuest. Salut Stéphane. Bonjour à vous. Et puis notre invité du jour, on est très heureux de l'accueillir. Fabrice, on va dire qu'on leur a couru après pendant un petit bout de temps. Bah oui, parce qu'il y a eu des modifications dans la société, des changements de fonctionnement, et pendant un moment, c'est-à-dire après l'IBC, on a eu beaucoup de mal à trouver la marque et à trouver tout simplement le contact et surtout en fait le secret, le bon email. Ça a été une question d'email. Une fois qu'on a trouvé le bon email, on les a trouvés et honnêtement on est ravis de les avoir trouvés parce qu'il y a des belles surprises et on va en parler parce qu'il y a du coup des choses à faire. Alors eux ce sont les représentants de JVC. Alors aujourd'hui on dit JVC et Kenwood puisque les marques sont associées et notre invité du jour c'est Pascal Granger. Bonjour Pascal. Bonjour. Responsable technique de JVC Kenwood en France. Vous êtes venu avec vos bébés. Alors on va y revenir dans un instant. Dites-nous en un mot quel est l'esprit de cette gamme de caméras qui s'adresse à la fois à un public assez averti et puis aussi aux pros. Oui, tout à fait. Donc c'est une gamme de caméras qui est très polyvalente, qui peut aller de la caméra de reportage très facile jusqu'à la caméra d'épaule qui peut aussi se monter en plateau. Et puis sur toute la gamme, on a les fameuses fonctions de streaming, d'upload de fichiers, de pilotage à distance, qui est très en vogue actuellement. Voilà, pilotage à distance, streaming, justement, Fabrice, c'est vraiment l'un des points, sinon le point qui nous intéresse et qu'on va voir ensemble avec une démo dans quelques instants. Tout à fait, parce que c'est l'une des demandes récurrentes des gens qui font de la production, c'est de pouvoir, une fois le tournage fait, récupérer le fichier très rapidement ou de pouvoir faire des fonctions supplémentaires comme le stream. Voilà, on y vient dans un instant. D'abord un petit tour du côté de l'actu de ces derniers jours dans le monde du broadcast. Et là je me tourne vers toi Stéphane avec un événement qui avait lieu à Paris et qui concernait ORAD avec une présentation européenne. Explique-nous de quoi il s'agissait. Alors c'était en effet une présentation qui a eu lieu le 11 juin sur les bords de la Seine en fait, au centre nautique de Sèvres, où ORAD qui avait été entre-temps racheté par Avid, l'annonce avait été faite au mois d'avril. Avid qui, en dehors de ses solutions de montage avec Media Composer, a une partie très orientée sur le broadcast avec du stockage performant en NAS, avec des solutions d'asset management, etc. Et cette journée ORAD a été prévue de longue date. Il a été dévoilé sur le plan européen au moins une solution qui s'appelle Orcast, et ça Fabrice pourra en dire un mot tout à l'heure parce que je crois que ça l'intéresse particulièrement. Et sinon, ce qu'on voit sur les images, c'est un sujet sur lequel est vraiment en pointe ORAD, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Donc sur le dispositif, qu'est-ce qu'on voit? On voit une jeune femme qui joue une présentatrice et qui, en déplaçant ses mains, en fait, ce qu'on ne voit pas sur la prise de vue, c'est qu'il y a une Kinect qui est devant elle, Kinect de Microsoft, voilà, et qui détecte ses mouvements, et en fonction de ses mouvements, elle rapproche ses mains ou les écarte, va faire grossir ou rétrécir ou bouger des pièces en 3D. On voit là, c'est un moteur d'avion. Et ce qui est intéressant sur la réalité augmentée, c'est qu'on peut se trouver sur un décor sans aucun fond d'incruste derrière. On pourrait être en extérieur. Le sport est très très friand de cette technologie. Il y en a de plus en plus. Sur Canal notamment. Voilà. C'est une journée vraiment dédiée professionnelle. On va pas tous les citer, mais toutes les chaînes et vraiment là, ce que j'appelle la crème de la crème était là. C'est étonnant. Les directeurs, c'est étonnant ce qu'on voit. En fait, c'est ça qui est passionnant, c'est que on pourrait imaginer sur un terrain de foot ou de rugby faire apparaître des objets en 3D sortant du sol ou des côtés. La seule chose, c'est que la personne ne peut pas être devant l'objet en 3D. C'est toujours l'objet qui est devant, avec le système d'incrustation, mais c'est plutôt bluffant. Et là aussi, la beauté, c'était qu'il y avait une grue qui est principalement utilisée pour le cinéma, une super techno de Technocrane, mais ces grues sont aussi utilisées de plus en plus dans le monde de la télévision ou même sur le tirage du loto, ou là où ça apporte une grande fluidité. Et c'est un dispositif qui est assez intéressant, mais on pourrait le faire aussi avec une caméra à l'épaule. Et puis là, justement, on voit le poste de démo Orcast.
Et là, Orcas, c'est également une surprise. Hein. C'est donc un système de mélangeur vidéo dans le cloud. C'est-à-dire que tu as ton boîtier vidéo d'acquisition qui va être chez toi, par exemple, et tu vas pouvoir piloter depuis un navigateur web ton mélange. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dire, je veux telle caméra à l'antenne, telle caméra à l'antenne. Tu as un délai qui est à peu près de 350 millisecondes. Donc sur un mélangeur classique, ça choque pas. C'est-à-dire que tu as pour faire un débat ou pour faire certaines émissions, il n'y a pas de souci. Et tu peux piloter à distance l'intégration des objets animés, c'est-à-dire tout ce qui est titrage, fondu, effets visuels et autres. Et c'est assez bluffant. J'ai été assez surpris. C'est quelque chose qui arrive sur le marché très vite. C'est-à-dire qu'on nous a dit c'est pour juillet-août. Ça va être un système de location. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas acheter ton matériel, tu vas payer un ticket d'entrée pour avoir le matériel dont tu as besoin. Et après, c'est un système de location, c'est-à-dire que tu vas payer par mois ton temps d'utilisation pour faire ton mélange. Et c'est une nouvelle façon de travailler et je te garantis que moi j'ai vu des grandes chaînes s'intéresser au problème pour des solutions à distance, parce qu'on en revient au coût de fabrication d'une émission. Déplacer quelqu'un, une équipe complète, les hôtels et tout ce qui va avec, on se pose la question. Et là, aujourd'hui, la technologie commence à être mature pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Moi, l'assistance a été assez simple. Il y avait un produit à Paris, un produit en Israël, à Tel Aviv. Ils ont piloté les deux et je ne pouvais pas dire lequel des deux était en live. Je n'avais pas de possibilité à l'écran de dire lequel était plus réactif ou pas. Donc c'est qu'on arrive à un niveau réel de compétences. Sur la partie réalité augmentée, moi je me souviens, souvenir du NAB et de l'IBC, Stéphane, je me souviens d'une marque qui s'appelle Viserté. Oui. Orad sur le même créneau justement. Viserté et Orad sont deux concurrents frontaux. Hein. Ils ont des solutions. Alors Orad a une gamme un peu plus développée sur certaines choses, Orad sur une autre. Les deux travaillent sur des moteurs graphiques 3D temps réel. Viserté est aussi présent beaucoup sur certaines applications de sport, notamment AMP qui a fait l'acquisition de la techno Viserté avec une autre technologie aussi de tracking qui est une société qui s'appelle Encam. Donc voilà, c'est deux produits concurrents. D'ailleurs, les bases historiques sont assez proches. Hein, ces deux produits. Orad est une société israélienne et Viserté est basée en Israël et aussi en Norvège. Mais derrière tout ça, c'est du motion tracking. Motion tracking ayant servi il y a une trentaine d'années dans le pilotage des missiles. Ouais, pour la cible. Ça s'appelle de la reconversion utile. Bon, voilà pour cette actu qui concernait donc Orad. Comme promis, on se retrouve dans une seconde pour passer en vue et passer au crible ces caméras JVC et notamment leur fonction de streaming. À tout de suite. Suite de Broadcast Time, donc avec Pascal Granger, JVC Kenwood, notre invité aujourd'hui. Soyez le bienvenu, Pascal, à nouveau. Merci de nous avoir invités. Peut-être qu'on peut commencer par... Alors, on faisait un petit rappel sur effectivement une période de transition qui est en train de vivre, ou que vient de finir de vivre la boîte. Clairement, quel est votre positionnement aujourd'hui sur le marché des caméras ? C'est pas une question piège. Hein. Non, c'est pas une question piège, c'est une question plutôt commerciale. Mais donc JVC a toujours été présent sur le marché des caméras, avec des gammes plus ou moins élargies. On est présent en grand public depuis très longtemps. En professionnel, il y a eu des caméras plateau qu'on a un peu abandonnées à un moment donné. On est resté sur des caméras d'épaule notamment. Ensuite, on est arrivé sur les caméras de poing et aujourd'hui, on a une gamme qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la caméra de poing, très classique, à la caméra d'épaule, qui peuvent se monter en plateau. On a des caméras objectifs interchangeables aujourd'hui avec grand capteur, donc comme la LS300 qui est ici, GYLS300. Ouais, c'est votre haut de gamme ça. Hein. Alors c'est pas le haut de gamme on va dire, puisque après on passerait plutôt sur les caméras d'épaule, ouais. Mais c'est une caméra qui est vraiment aujourd'hui dans ce qui se fait au niveau technologique, c'est-à-dire grand capteur, objectif interchangeable, donc enregistrement en 4K, ouais. Donc et puis les fonctions streaming, enregistrement sur carte SD, double carte avec des solutions de backup. Donc au niveau des enregistrements, donc enregistré en deux formats différents sur deux cartes différentes. Donc tout ça, c'est des fonctions qu'on a aujourd'hui sur tout l'ensemble de notre gamme. Alors, si j'ai bien compris, en tout cas sur la gamme Pro HD, hein, il y a la 170, la 200 et la 300. Voilà, on commence en fait par la JYHM 170, ouais. Donc qui est notre entrée de gamme, on va dire, voilà, qui ensuite
est converti avec la GYHM 200 qui elle possède des batteries déjà plus professionnelles, qui a des sorties, une connectique SDI et puis qui a au niveau des possibilités de streaming beaucoup plus de choses que la GYHM 170. Ouais. On est à quel niveau de prix là sur la 200 Sur la 200 on est autour de 2000 €, un petit peu plus de 2000 € prix liste. Oui, donc c'est pour une caméra qui offre notamment du HD SDI, c'est... Voilà, donc c'est une caméra qui... Et déjà une caméra qui enregistre en 4K. C'est-à-dire qu'elle enregistre en 4K, tu as une sortie HDMI, une sortie HD SDI, et cette fameuse fonction supplémentaire qui n'est pas implémentée partout encore dans les autres caméras, qui est le streaming. Alors juste, on va préciser tout de suite notre dispositif absolument étonnant pour l'émission d'aujourd'hui. Fabrice, explique-nous ce qu'on a mis en place. Alors, et ce qui est à la fois... on a une caméra qui est sur le côté ici, qui est la HM200, qui va être celle qui nous permet de voir l'image qui est juste derrière moi, qui va être celle qui va streamer en fait. Donc la HM200, c'est l'entrée de gamme du streaming et du 4K chez l'entrée de gamme. Attention. C'est cette caméra. C'est celle qui nous permet d'avoir celle-là. Et c'est déjà une caméra qui a tout d'une grande, puisque on a la possibilité de faire de nombreux réglages. C'est une caméra de point avec des entrées audio XLR, donc permettre de mettre des micros HF avec un porte-griffe. Donc c'est déjà quelque chose qui permet de tourner sérieusement. Et là, c'est la première de la gamme à avoir cette fonction de streaming. Donc là, on l'a tout simplement relié au réseau. Donc c'est un petit slot USB qui te permet de rentrer soit un fichier, pardon, pas un fichier, mais un petit dongle, je ne sais plus quels sont les noms maintenant sur ces boîtiers-là en français, un adaptateur USB to Ethernet. Donc là, c'est USB to Ethernet, elle est branchée sur notre réseau et on va pouvoir lui rentrer des informations de streaming et on va streamer. On peut lui brancher pour le même streaming un petit adaptateur Wi-Fi, donc une petite clé Wi-Fi qui va permettre, on en a sur la table, qui va nous permettre comment ça s'appelle, de streamer directement sans fil, et on va jusqu'à la clé 3G 4G, jusqu'à la clé 3G 4G qui va nous permettre de streamer depuis carrément le réseau Orange, SFR, Bouygues ou Vodafone et autres quand vous êtes à l'étranger. Donc on est là sur des possibilités complètes. Une fois qu'on a fait ça, on a la caméra sur le réseau, on a la possibilité de rentrer dans ses paramètres depuis un navigateur web. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'iPad de Pascal. Donc l'iPad de Pascal, on l'a mis sur le réseau et on a toutes les fonctions de la caméra à disposition. C'est-à-dire que là, effectivement, on va pouvoir voir donc complètement. L'iPad, il est là. L'iPad est là. Voilà, on récupère l'iPad et là cette fois-ci, maintenant c'est lui qui va pouvoir piloter et on va pouvoir nous voir exactement ce qu'il va faire, parce qu'on a juste fait une recopie d'image de l'iPad sur la régie chez nous. Donc on a exactement ce que fait Pascal. Et là c'est lui qui pilote, c'est pas quelqu'un d'autre et c'est pas un montage, c'est pas un flux. C'est-à-dire que là, on est sur notre image ici. Allez, Pascal. Et Pascal va par exemple, on va juste changer de réglage. On peut changer juste avec un preset sur le zoom. Alors là, on a la vue de l'iPad de notre plateau qui est là. Donc vous voyez, on est et là il va zoomer. Donc c'est lui qui fait les zooms. Et on a même tout à l'heure fait un preset. On va zoomer sur la tasse. Et si j'ai bien placé ma tasse tout à l'heure, à peu de choses près, oui, on a shooté sur la caméra en sortant tout à l'heure. Voilà, donc c'est ma main qui est là. On a le réglage. Pas grave, on revient en plan. Une belle table. Et donc là, du coup, il a toutes ces fonctions-là. Maintenant, il va plus loin, c'est-à-dire qu'il a les fonctions de zoom, de colorimétrie et de tout ce qui est réglage de la caméra, c'est-à-dire le stream, rentrer les informations. C'est-à-dire que là maintenant, j'ai ma caméra posée, j'ai plus personne derrière. Du moment que mon cadrage principal est bien fait, je suis autonome. Donc là maintenant, Pascal va pouvoir lancer le live streaming. Donc il a paramétré le bouton d'action, en fait, c'est des raccourcis après sur les boutons de la caméra. Comment on peut le faire physiquement sur la caméra, c'est-à-dire en fait on peut dire à la caméra que il y a des boutons user et que le bouton user 1 par exemple c'est le lancement du streaming, le bouton user 2 c'est la récupération du zebra, le bouton user 3 ou 4 ou 7 c'est ici par exemple c'est le rec. Donc une fois qu'on a ça, là Pascal peut lancer le streaming, on a paramétré à l'avance l'adresse du stream, il va streamer et depuis son iPad, parce que là on va même pas tricher, et on va même aller chercher l'adresse URL qui est paramétré pour le monitoring du stream. Donc après, là, on est d'accord qu'il va y avoir le temps de délai. Donc on va streamer en 720p. On va avoir le temps de délai qui est à peu près de 15 à 20 secondes suivant l'opérateur et suivant comment s'appelle, le chemin réseau qu'on va avoir. On va pouvoir aller voir, une fois qu'on a lancé le streaming, récupérer l'image du stream. Et là, je te parle d'un point à point. C'est-à-dire que si on récupère le flux, nous, typiquement, ça serait un point à point pour récupérer l'image dans notre mélangeur. Mais tu peux streamer sur des opérateurs X, Y, quels qu'ils soient. Dailymotion, Ustream ou d'autres. Il y a une liste diverses et variées. Et tu récupères ton flux. Tu peux donc streamer directement ta conf de presse sur Dailymotion. Une caméra.
On voyait les dongles, Pascal, à l'instant. Est-ce que basiquement on peut aussi brancher sa caméra en filaire sur un réseau Ethernet? Oui, bien sûr. Donc tout à l'heure on parlait des dongles Wi-Fi. Donc il y avait le petit dongle que j'ai échappé qui peut être tout petit comme celui-ci, qui peut être un peu plus gros également comme ça, qui peut être aussi voire une version avec antenne pour porter un peu plus loin. Donc on a différentes possibilités. Ça c'est vous qui les fournissez? Non, c'est des. Non. On récupère la liste. On a une liste en fait de dongles compatibles. Ouais. Donc il suffit d'aller sur notre site internet, regarder la liste compatible, et là vous êtes sûr qu'au moins le dongle fonctionne parfaitement. D'accord. Et pour la partie Ethernet alors? Et ben voilà. Alors là, voilà, on a aussi des petits adaptateurs comme ça, donc USB d'un côté, RJ45 de l'autre, que l'on connecte sur la caméra et on se connecte directement en filaire par un. Les accessoires, hein, c'est la clé Wi-Fi, elle est à 5-6 € sur internet, jusqu'à 15 € pour certains modèles. L'adaptateur il est à 13-14 €, elle est grand maximum jusqu'à 20 €. Donc pour la connecter complètement, c'est pas le plus difficile. Stéphane, c'est pas une mode, mais c'est un besoin réel de streamer depuis les caméras. Ça correspond à quel type d'usage concrètement? C'est pas une mode en effet, et c'est vrai que les différents constructeurs aujourd'hui ont adopté cette technologie. Rendons à JVC ce qu'a fait JVC, c'est vrai qu'ils étaient dans les premiers à proposer sur des modèles HD déjà cette techno de streaming. Alors après, il y a quelques philosophies différentes. Il y a des modèles où le stream peut se faire sur une image proxy, donc de basse qualité, en même temps que la prise de vue. Ouais. Et dont on enregistre. D'autres, c'est quoi l'intérêt là? C'est plus du contrôle? Non, c'est pour aller plus vite, quoi. C'est vraiment là, mode JRI. Mieux vaut une mauvaise image que pas d'image, c'est ça? La rédaction peut commencer en fait à monter sur le proxy. Ouais. Et ensuite, on peut envoyer la liste de montage dans l'autre sens. C'est-à-dire que la caméra, elle l'émet, mais aussi elle peut recevoir le fichier et donc faire le montage directement dans la caméra et ensuite renvoyer vers la rédaction. Bon, c'est des possibilités. Alors, est-ce qu'il ne faut pas distinguer l'envoi de fichiers et le streaming véritable? Tout à fait, il y a les deux. Alors, là, tu parlais d'envoi de fichiers dans un premier temps. Hein. Non, je parlais aussi de streaming. Mais les deux sont possibles. Bien préciser la différence parce que. L'envoi de fichier, il se fait une fois que la vidéo a été enregistrée. Ouais. Donc on se connecte sur un FTP par exemple et on envoie son fichier. Et le streaming, il se fait en même temps que la vidéo. Mais ça veut dire qu'il faut un double encodage généralement. On encode dans un fichier maître, source de bonne qualité et dans un fichier proxy qui pourra lui être streamé sur le réseau. C'est l'intérêt de l'enregistrement double carte qui permet d'enregistrer en Full HD d'un côté et un fichier alors il y a plusieurs sortes, je ne les connais pas tous par cœur, basse résolution, qui permettent justement d'envoyer le fichier plus vite tout de suite à la rédaction une fois que ça a été tourné en disant voilà vous avez une image, je récupère 1 minute, c'est la phrase du Premier ministre indispensable, donc on l'envoie directement depuis le réseau et après tranquillement quand ils auront le temps d'avoir du réseau ou avec ton montage sur l'ordinateur, tu auras le temps d'envoyer le fichier en résolution native. Ouais. Mais quand excuse-moi, je te coupe, mais l'applicatif reste quand même beaucoup sur le mode de news, quoi. C'est vraiment plutôt pour du JRI, un peu de la production indépendante, mais c'est quand même le JRI qui a besoin de ça. Pascal. Oui, je disais, au niveau du transfert de fichiers, on a une fonction sur la caméra qui permet déjà de présélectionner, de découper un fichier, en fait, en supposant qu'on ait un interview, par exemple, de 7-8 minutes, et qu'il y a 2 minutes importantes, 2 ou 3 minutes importantes, on peut déjà, à la lecture du fichier, resélectionner un point d'entrée, un point de sortie. La caméra recrée un autre fichier, sans écraser bien évidemment le fichier de départ, et dans ce cas-là on peut transférer directement que ces 2 minutes qui sont intéressantes. Justement, la petite explication que faisait Stéphane à l'instant, vos caméras elles font les 2 types de transferts ou uniquement la partie streaming live entre guillemets? Non, on fait les deux fonctions. On peut transférer les fichiers. D'ailleurs, le fichier se fait donc en tâche de fond. Le transfert se fait en tâche de fond. Donc, vous pouvez filmer une séquence, lancer le transfert de cette séquence-là, tout en continuant à enregistrer sur la 2e carte. D'accord. Bon, là, il faut commencer à être à l'aise avec la caméra, hein, parce que on est d'accord. Moi, je l'ai eu depuis une semaine à disposition. J'ai pas encore eu le temps d'entrer dans tous les menus. Il va falloir rentrer un peu dans les menus pour être
autonome, hein, parce que alors l'intérêt du réseau est que le pilotage de la caméra va te gagner en simplicité, parce que là effectivement quand on a la caméra seule, hein, avec l'écran, on rentre dans le menu, aller mettre les adresses IP ou les adresses autres, c'est pas forcément le plus rapide. Là, l'intérêt de la mettre sur le réseau, c'est que navigateur web, et on va pouvoir avoir un vrai clavier pour entrer dans l'information, ce qui va être très pratique de ce côté-là. Donc il y a ce côté intégration et souplesse qui va devenir intéressant. Et aujourd'hui, on parle de cette fonction sur la gamme entière des caméras. C'est-à-dire que la plus petite qui peut le faire, c'est la 200, et après on passe à la 350, que je ne dise pas de bêtises, la 300, voilà. Qui a donc on change l'optique, hein, donc on peut aller sur d'autres optiques et vraiment faire de l'image de qualité, comme on dit, documentaire et autres, sport ou autres, et sur la 650 qui est celle des EG, comment s'appelle, on va dire c'est la plus classique des news, hein, généralement, l'ENG, cherchez le mot générique. Et après la caméra d'épaule, là on va peut-être être dans des fonctions la caméra d'épaule, donc ça c'est à 850, c'est la plus grosse. On va rentrer dans des fonctions un peu différentes, c'est-à-dire que là ça sera peut-être plus anecdotique qu'elle puisse streamer, parce que généralement si on a cette caméra là, on est soit en reportage avec du gros du lourd comme on dit, donc on a plutôt, soit on est sur un dispositif de réalisation type sport, donc avec des gros boîtiers HF type les RAID et autres, ou branché à un SDI, donc c'est plus anecdotique le stream. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui cette fonction là elle est disponible, ce qui n'est pas inintéressant. Ouais. Donc on a bien compris, il y a quand même deux gammes, hein, 650, 850, 890. Oui, voilà. En fait, la caméra d'épaule a deux versions. Il y a une version 850 comme celle-ci qui est vraiment destinée à l'enregistrement donc des reportages, et la 890 qui elle peut faire les mêmes fonctions de la 850, mais en plus a des possibilités d'adapter des dos fibre optique, par exemple, pour les monter en plateau, qui a aussi la possibilité de recevoir un flux SDI et de le streamer. Alors, de l'enregistrer et de le streamer également. On va préciser qu'en plus, vous venez de sortir des mises à jour de firmware qui ajoutent 2-3 subtilités pas inintéressantes. Tout à fait, parce que quand on a commencé en fait les fonctions de streaming, c'était sur la 650, donc il y a déjà pratiquement plus de 2 ans. Donc les caméras, elles ont évolué, les firmware ont évolué, les protocoles de streaming ont changé. On avait un protocole, sans trop rentrer dans les détails, mais qui était le RTMP, qui était beaucoup demandé, puisque c'est un protocole qui permet donc de streamer sur les plateformes style Dailymotion, YouTube ou autre, et donc il n'était pas présent sur la 650. Donc bien sûr l'information est remontée et les usines ont fait le nécessaire. Donc du coup avec l'apparition de la JYHM 200, ils ont intégré le protocole RTMP et du coup par upgrade maintenant depuis la semaine dernière, donc c'est disponible sur notre site internet, et tous les possesseurs de JYHM 650 peuvent faire l'upgrade et donc bénéficier de ce protocole en plus de ce qu'ils avaient auparavant. Alors tu vois là, parce qu'on regarde, on a un peu lâché l'histoire, mais voilà, donc le retour du flux web qu'on a sur l'iPad, hein, donc on était en 720p, et alors à part le délai classique d'internet qu'on va bientôt avoir apparaître, voilà ma main qui bougeait, voilà, on est quand même sur je vais faire une grimace, on va voir combien de temps généralement 15 secondes à peu près, oui, à peu près. Approximativement, on est typiquement dans les mêmes capacités de stream qu'on a avec tous les ordinateurs aujourd'hui. Hein, on a la même fonctionnalité, et voilà la grimace, et on a la possibilité quand même d'avoir une souplesse, parce que là on dit toujours aujourd'hui, et tu es bien placé pour le savoir Benjamin, quand on se déplace avec une équipe, un ordinateur très bien pour le montage, plus les caméras, plus le pied, plus la light et autres, ça permet aussi d'imaginer des déplacements beaucoup plus légers. On en revient toujours à optimiser tout ce qui est, je parle bien de petite production, on en revient, hein. Moi je vais pas comparer ce qu'on va faire avec une petite caméra avec les fonctions streaming avec les grosses équipes qui vont débarquer avec ce qu'il faut comme moteur. On est d'accord, mais ça va permettre à d'autres personnes qui aujourd'hui faisaient de la production avec des moyens plus légers d'imaginer des façons de travailler différentes. Et c'est vrai que c'est là JVC qui est une société qui, attention, hein, c'est pas qui débute dans le métier, hein. Ils ont été créés en 1927. Ils ont
créé la première télévision au Japon dans les années 50, et c'est eux qui ont un peu damé le pion pendant un moment à Sony avec VHS. Il a révisé, hein. Ah non, mais j'ai bien révisé avec la VHS à l'époque qui avait écrasé Betamax. La caméra et la cassette VHS était plus grande que Betamax. Ils avaient tiré une meilleure qualité d'image. Ils ont gagné dans les années 80 des lettres de noblesse comme ça. Ils sont toujours sur le terrain avec des écrans. Ils ont toujours personne dans le métier ne peut dire qu'il a jamais vu un écran JVC dans une salle de monitoring. C'est rare qu'on n'en ait pas vu. Ils sont présents et ils répondent à une demande. Aujourd'hui, ils sont assez réactifs de ce côté-là. Ils répondent à une demande du secteur assez vite. C'est-à-dire que là, les demandes de stream, tout le monde ne l'a pas demandé, on est d'accord, mais ils sont présents. Les caméras sont natives aujourd'hui en 4K, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On est d'accord, tout le monde ne va pas tourner en 4K. Oui, on l'a presque pas précisé, on l'a évoqué au début, mais elles sont toutes 4K, ces caméras. Oui, pas uniquement, c'est des caméras qui font donc de la HD. Non, elles ne sont pas toutes 4K. La LS300 est 4K, la 850 ne l'est pas, mais on a fait une annonce au NAB dernièrement comme quoi on allait sortir une caméra d'épaule 4K en 2/3 de pouce. Donc ça va arriver. C'est encore dans les cartons. Mais sinon, les autres, la GYHM 200, la GYHM 170, la GYLS300 font du 4K. C'est des caméras qui font aussi du Full HD, donc en 50 mégabits, en 4:2. Donc on est vraiment dans ce qui se fait de mieux en termes de HD, et on aborde le début de la 4K. Donc, et on sait qu'il y a des surprises à venir parce que ils travaillent aussi sur la 8K. Alors pas encore sur les caméras, mais par exemple, il faut savoir qu'avec la NHK, je me trompe pas de sens de lettres sur ce coup-là, au Japon, ils ont déjà fait d'expérimentation de diffusion sur un vidéoprojecteur 8K. Donc ça veut dire que la technologie, ils commencent déjà à la travailler sur d'autres secteurs. Et à un moment ou à un autre, on n'oublie pas, les Jeux Olympiques de 2020 seront tournés en 8K. Ça a été une promesse au Japon. On imagine très bien que JVC va travailler là-dessus. Donc JVC va pas prendre de retard et on va les suivre au fur et à mesure. Je pense nous sortir des choses au fur et à mesure là-dessus. Un mot sur ceux qui utilisent déjà vos caméras, vos caméras, notamment pour le streaming. Oui. C'est qui les clients, ces caméras? On a déjà des chaînes télé. On a donc France 3 qui utilisait des GYHM 650. Donc ils utilisaient le streaming via du Wi-Fi sur leur système donc de transmission par satellite qui s'appelle le CASAT. Mais au départ, c'est la caméra en fait qui stream sur l'encodeur. Donc on a des sociétés qui ont fait aussi donc de la prise de vue de conférences de presse, donc où certains conférenciers ne pouvaient pas assister, donc ils assistaient via le streaming sur internet et posaient leurs questions. Donc il y a tout un système comme ça qui se met en place. Ça on dirait que c'est presque l'usage le plus simple, le plus évident. Oui. On pose la caméra, on appuie sur stream et... Alors au niveau de la simplicité, tout à l'heure Fabrice disait qu'il y avait un paramétrage à faire au départ. Donc c'est vrai que à partir du moment où on commence à rentrer dans le monde du réseau, il faut donner des adresses IP, des logins, des mots de passe. Donc ça on n'y coupe pas. Par contre on peut le faire via une tablette comme on l'a fait ici. Donc ça permet d'avoir un clavier et de le faire très facilement. Et après surtout on a des mémoires internes dans la caméra qui permet d'avoir mémorisé à l'avance justement un serveur sur lequel on va uploader un fichier ou une adresse vers laquelle on va streamer. Donc en fait, il suffit ensuite on peut se préparer quoi. Voilà, on se prépare à l'avance, on paramètre les mémoires de la caméra et une fois qu'on est sur le terrain, il suffit d'appuyer sur un bouton, on stream vers où? Vers la mémoire 1, la 2, la 3 ou la 4, on choisit sa mémoire et on envoie le stream directement sans avoir à reparamétrer ni un login, ni un mot de passe, ni une adresse. Alors dans l'évolution du streaming, on en reparlera à la rentrée. JVC continue son développement et ce sont, on va dire, c'est un partenariat avec StreamStar, qui est un système de soft, de service sur Internet pour pouvoir faire du stream, et surtout il y a une petite fonction soft mélangeur, donc tu pourras avoir tes caméras JVC et louer un service pour faire un mélange de tes caméras JVC. On en reparlera, mais ce sont des choses qui, JVC on en causera cette année à mon avis, on va les voir un peu partout. Eh ben, merci beaucoup Pascal d'être venu dans Broadcast Time. On espère vous revoir sans doute dans un premier temps en septembre à l'IBC à Amsterdam. Oui. Et puis on va suivre de près l'histoire et l'évolution de ces caméras qui sont sympas. Moi je me souviens je me souviens plus de sa référence. C'était une petite caméra de poing avec des entrées XLR qui permettaient directement d'obtenir des fichiers en point move. QuickTime qu'on récupérait dans Final Cut. C'était parfait, vous étiez le premier à la proposer. Avec le codec
Point Move directement. Je vois plus son nom, mais tout à fait. Bien. Hein. Et on a conservé la fonction. On peut enregistrer en Point Move sur toutes les caméras aujourd'hui. Absolument. Avis à ceux qui me retrouveront tous les mardis dans Airweek. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous encore. Stéphane. À très bientôt dans MediaQuest. Fabrice, à la semaine prochaine. Ouais. Et les programmes continuent sur Watch. À très vite. Ciao.